Bonjour chers collègues, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous allons continuer notre masterclass, d'accord? Sachant que nous avons rendez-vous ce dimanche, 29 juin, 18 heures en Afrique centrale, 17 heures en Afrique de l'Ouest. 7 pièges à éviter dans la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle en Afrique. C'est ce dont nous allons parler. Mais avant, nous allons corriger notre cas clinique de la dernière fois. Cardiologue formé entre Dakar et Paris, le docteur Audrey Moncam-Mouton est également médecin du travail. Ancienne chef de service pendant la crise du Covid-19 à Douala, elle met aujourd'hui son expertise au service des médecins généralistes pour les aider à mieux prendre en charge les maladies cardiovasculaires au quotidien. Alors, nous vous rappelons s'il s'agissait de Monsieur D, 54 ans, qui vient vous voir pour un bilan de santé annuel. Alors, lors de l'interrogatoire, vous vous rendez compte qu'il n'a pas d'antécédents cardiovasculaires, il ne fume pas. Voilà, quand on prend la tension, on prend son poids, il est en surpoids modéré. Sa pression artérielle est à 148/92 mm de mercure à une semaine d'intervalle, donc à 2 reprises. Il n'a pas de symptômes particuliers. Les questions étaient donc les suivantes et nous allons les prendre une à une. Premièrement, est-ce qu'on doit débuter un traitement antihypertenseur sur la base de ces mesures isolées? Alors, je tiens d'abord, avant de continuer, à remercier toutes les 20 personnes qui ont réagi à ce cas clinique. J'ai reçu des réponses et je voulais féliciter particulièrement Dr Janice qui nous a écrit depuis Yaoundé. Vraiment, félicitations à vous parce que vous aurez droit à un exemplaire gratuit de mon livre sur le guide pratique pour la prise en charge de l'hypertension artérielle par le médecin généraliste. Et vraiment, voilà. Donc, c'était l'opportunité pour moi, en fait, de dresser un peu les quelques réponses que j'ai eu à voir et aussi de les corriger au passage afin qu'on bénéficie tous des expériences des uns des autres. Et puis, voilà. Alors, la réponse est évidemment non. Et la plupart des collègues ont répondu non. On ne peut pas traiter sur la mesure de ces chiffres pris en cabinet ou bien à l'hôpital. Ce n'est pas suffisant. Il faut pousser les investigations sur la base des recommandations internationales, que ce soit celle 2024 ou bien avant. D'accord? Le diagnostic de l'hypertension ne peut pas reposer sur les mesures faites au cabinet. Il faut faire soit la MAPA, idéalement, c'est le gold standard, nous y reviendrons, soit l'automesure tensionnelle. Ok? Donc, il faut donc confirmer cette hypertension artérielle probable. Alors, le patient, finalement, oui, vous vous assurez en faisant la MAPA, c'est ce qu'on vient de dire, et il y a des seuils. Donc, quand il s'agit de la MAPA, c'est-à-dire la pression artérielle moyenne de 24 heures, on parle d'hypertension quand c'est supérieur ou égal à 130/80. Pour la moyenne jour, 135/85 et pour la moyenne nuit, 120/70 mm de mercure. Alors, voici les résultats de la MAPA de notre patient. 85% des mesures étaient valides, ce qui est très bien. Voici la pression de jour, donc en moyenne 161 mm de mercure pour la systolique, 89 pour la diastolique. La nuit, 158 pour la systolique et la diastolique à 81. La pression pulsée était de 73 mm de mercure. La variabilité était de 15. Le dipping qui correspond en fait à la pression artérielle moyenne était de 7% et la fréquence cardiaque était de 75 battements par minute. Alors, qu'est-ce que vous allez conclure à la lecture de ces résultats? Et certains d'entre vous certainement se disent, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de MAPA alors que nous sommes des médecins généralistes? Vraiment, nous ne sommes pas tout à fait concernés. Ça, c'est l'affaire du spécialiste. Alors, laissez-moi vous dire que dans certains pays, et notamment les pays où il y a une meilleure prise en charge de l'hypertension artérielle et où la prévalence, l'incidence de l'hypertension est beaucoup plus faible que chez nous. Il faut savoir qu'en Afrique, ça tourne généralement autour de 35-45%, d'accord, de prévalence. Et dans les pays occidentaux, par exemple, c'est parfois autour de 20-25%. En tout cas, chez nous, en Afrique, ce sont les taux les plus élevés. Et il faut véritablement remédier à ça. Et pour remédier à ça, il faut voir ce que les autres mettent en place. Nous n'avons peut-être pas les mêmes moyens, les politiques de santé ne sont peut-être pas aussi développées chez nous, mais il y a des choses que nous pouvons mettre en place si nous décidons chacun de prendre nos responsabilités vis-à-vis de cette pathologie. Alors, en Espagne, par exemple,
La MAPA est disponible dans les centres de santé communautaires. Donc, c'est pour vous dire le niveau de disponibilité de cet examen-là. En plus, en vérité, c'est un appareillage qui ne coûte pas très cher et qui n'est pas si cher que ça, même chez nous en Afrique, dans nos hôpitaux publics. En Angleterre, donc au Royaume-Uni, les médecins généralistes sont en première ligne dans la prise en charge des maladies chroniques et ils interprètent la MAPA. Ça fait partie vraiment de leurs protocoles nationaux, notamment les protocoles de NICE. Ok, donc ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Pareil en Australie où la formation en médecine générale inclut carrément l'interprétation de la MAPA. Au Brésil aussi, d'accord, ça fait partie vraiment des outils standardisés pour les guides de prise en charge de l'hypertension artérielle. Et en France aussi, de plus en plus, ça fait partie des formations complémentaires en médecine générale. Donc, pourquoi pas chez nous? Comment pouvons-nous prétendre lutter efficacement si nous ne vulgarisons pas certaines compétences? Quel a été donc l'impact de la formation des médecins généralistes à l'interprétation de la MAPA dans ces pays? Premièrement, une meilleure détection des hypertensions artérielles atypiques. Vous imaginez que chez nous, très souvent, on réfère chez le cardiologue, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il y a souvent un problème de communication entre les généralistes et les spécialistes. Bon, souvent, les généralistes ne réfèrent pas suffisamment et même quand ils réfèrent, il n'y a pas un réel suivi. Or là, vous-même, à votre niveau, quand vous recevez le patient, vous pouvez rapidement prendre en charge, rapidement faire le point entre une HTA masquée, une HTA nocturne, une HTA blouse blanche, tous ces profils d'hypertension qui passent souvent inaperçus ou bien qui ne sont pas souvent bien diagnostiqués, dont l'automesure ne peut pas véritablement circonscrire. Deuxièmement, avec l'effet blouse blanche qui sera mis en évidence par la MAPA, on va diminuer tous les traitements inutiles. Il arrive assez souvent que parfois on mette le patient sous traitement alors que véritablement il n'était pas hypertendu et parce qu'il n'a pas pu faire la MAPA. Troisièmement, ça permet donc un accès plus équitable aux soins cardiovasculaires, d'accord? Donc la prise en charge est plus rapide dès la porte d'entrée que vous constituez, étant donné que vous êtes des soldats en première ligne, notamment en zone rurale. Faire la MAPA va véritablement rendre l'accès aux soins beaucoup plus facile et tout ça pour le bien-être du patient. Et enfin, ça permet un meilleur contrôle tensionnel à l'échelle de la population. Là, nous parlons vraiment d'un impact sur le plan de la santé publique. Ok? Donc, et ça peut améliorer de 30 à 40% la prise en charge de l'hypertension artérielle dans nos pays. Ça a été le cas en tout cas au Royaume-Uni. Donc, véritablement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer dans votre pratique courante. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez des patients hypertendus, soit un patient sur deux, soit un patient sur trois. Et souvent, vous êtes démunis. Et c'est pourquoi nous venons avec ce webinaire, avec ces solutions, avec cette masterclass-là, pour davantage vous donner des outils qui vous permettent d'être plus autonome, de servir davantage. Parce que souvent, le patient arrive à un stade précoce chez vous. Et c'est quand c'est précoce comme ça que beaucoup de choses peuvent être améliorées à son niveau. Alors, certains vont me dire, oui, mais docteur, mais il y a l'automesure tensionnelle. Alors, laissez-moi vous prouver en 4 points pourquoi est-ce que la MAPA demeure le gold standard. L'automesure a sa place, mais la MAPA a beaucoup plus d'avantages. Premièrement, parce qu'elle permet de mesurer la pression artérielle même lorsque le patient dort, ce que l'automesure ne pourra jamais faire. Quand nous savons que la tension artérielle nocturne est un facteur pronostic majeur, ok? Et notamment les profils reverse dipping triplent le risque cardiovasculaire. Ensuite, deuxièmement, elle permet de détecter, comme on l'a dit tout à l'heure, les profils un peu atypiques, HTA nocturne, voilà, l'HTA masqué, voilà, elle met en évidence tout ce qui est variabilité tensionnelle excessive. Donc, et tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque de surmortalité cardiovasculaire. Et tout ça, c'est très important dans la prise en charge du patient. Ensuite, la MAPA aussi, troisièmement, donne vraiment des informations vraiment très importantes et qui permettent d'étoffer davantage notre décision thérapeutique, notamment la pression artérielle moyenne, que ce soit sur 24 heures jour nocturne, la pression pulsée, très importante ici, parce que c'est un marqueur de rigidité artérielle, okay, la variabilité tensionnelle, le profil dipper du patient, d'accord, notamment le dipping nocturne, et elle permet davantage de mettre en évidence des effets blouse blanche et aussi tout ce qui est hypertension résistante. Donc ça, c'est indispensable si on veut faire une prise en charge optimale de nos patients. Et enfin,
La MAPA est le gold standard, c'est-à-dire elle a été validée selon les recommandations, que ce soit toutes les recommandations jusqu'à maintenant, mais notamment les dernières recommandations ESC, ESH 2024 et aussi les recommandations de la Société panafricaine de cardiologie. Donc, moi, je pourrais dire que pour former les médecins, il est important de former les médecins généralistes à interpréter la MAPA, parce que comme nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, un ennemi silencieux, un tueur silencieux, vous êtes des soldats, en fait, qui avaient des jumelles avant la bataille. Ça vous permet de mieux voir, de mieux anticiper et d'agir plus rapidement. OK? Donc, et là, nous parlons d'une victoire, d'une action, pas juste au niveau micro, mais au niveau carrément macro, au niveau d'une victoire de la santé publique dans la prise en charge de cette maladie-là. Alors, revenons à notre patient. Que pouvons-nous conclure? Premièrement, la moyenne de jour 161 sur 89 mm de mercure nous confirme l'hypertension. D'accord? La moyenne de nuit à 158 sur 80 mm de mercure permet de dire que c'est une HTA nocturne sévère, et cela nous permet de voir ici déjà avec le dipping, cela est confirmé avec un dipping à 7%, alors qu'on doit être supérieur à 10%. La pression pulsée élevée chez ce patient, 73 mm de mercure, donc cela suppose qu'il y a une rigidité artérielle très élevée. C'est un facteur de risque indépendant. La variabilité à 15, ce qui est dans les normes, et pareil pour la fréquence cardiaque. Donc nous pouvons conclure en fait que l'hypertension artérielle est confirmée. Elle est systolique de manière dominante, surtout de jour comme de nuit. Il y a un reverse dipping chez ce patient, et en plus, en dehors de ça, il y a un autre facteur de risque qui est le surpoids. Alors, quelle est la prise en charge? Alors, ici, j'ai essayé de prendre un résumé en fait de ce que j'ai vu, de ce que les collègues ont proposé comme cas clinique par mail. Alors, plusieurs ont d'abord dit qu'il fallait faire la consultation d'annonce, ce que je suis parfaitement d'accord avec vous, pour déjà annoncer le diagnostic et proposer le traitement à vie. OK? Donc, ça, c'est important. Sachez que la consultation d'annonce doit être minimum, en général, autour de 15 à voire 30 minutes. Vraiment, il faut prendre le temps d'expliquer aux patients les différents risques. Plusieurs d'entre vous ont parlé déjà dans la prise en charge des mesures hygiéno-diététiques. Vous avez parfaitement raison, avec une perte de poids ciblée. Et j'ajoute qu'il faut prévoir 5 à 10% du poids actuel, réduire le sel, activité physique régulière, alimentation de type méditerranéen, réduire les matières grasses, l'alcool, le sucre rapide, etc. Alors, concernant ces mesures hygiéno-diététiques telles qu'elles sont décrites ici, moi, je trouve qu'elles sont insuffisantes. Quand on parle d'alimentation de régime méditerranéen, de régime de type DASH, dans notre contexte africain, cela ne veut pas dire grand-chose. Quand vous dites à un patient, il faut manger davantage de l'huile d'olive. Déjà, l'huile d'olive ne fait pas partie de nos habitudes culinaires de base, à l'origine. Okay? C'est vrai qu'avec l'occidentalisation des modes de vie, nous sommes ouverts au monde, mais de base, l'huile d'olive ne fait pas partie de nos cuisines traditionnelles. Okay? Donc, c'est pourquoi il est important d'adapter le langage à vos patients, et surtout, en plus quand vous êtes en milieu rural. Okay? Vous allez lui dire l'huile d'olive, qu'est-ce que ça veut dire? Réduire le sel, manger une cuillère à café de sel par jour. Nous savons très bien que c'est insuffisant de manière globale. Donc, quelles sont les alternatives à proposer à nos patients de manière terre à terre, de telle sorte que quand ils sortent de nos bureaux, ils aient véritablement une feuille de route claire, un guideline, c'est-à-dire vous-même quand on vous pose la question, vous êtes assis dans votre réponse, vous avez de l'assurance quand vous répondez parce que vous maîtrisez votre sujet. Reconnaissez avec moi que souvent quand ils vous posent certaines questions, vous-même vous ne savez pas trop quoi répondre et vous allez dire il faut voir le nutritionniste. Mais combien de nos patients, certains peuvent voir le nutritionniste, mais pas souvent. En milieu rural, dans certains contextes, c'est pas tous les patients qui peuvent aller voir le nutritionniste. Donc le médecin généraliste et voire parfois l'infirmier de première ligne qui est formé à l'HTA doit être en mesure vraiment de donner le maximum d'informations pertinentes aux patients. Les traitements initiaux qui m'ont été proposés dans les réponses des cas cliniques que j'ai reçus, athénolol 100 mg, c'était des molécules qui m'étaient proposées, captopril 50, nicardipine 50, aldomètre, la nifedipine aussi. Et moi, je dis non. Je dis non parce que ces molécules-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, ne sont plus d'actualité. Ça ne fait plus partie depuis de nombreuses années de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et on voit cela souvent, ces molécules proposées dans les hôpitaux confessionnels, dans les milieux ruraux, dans certains déserts médicaux, dans certains endroits. Donc non,
Il est temps que les choses changent. Chez le sujet noir, il faut privilégier les inhibiteurs calciques associés aux diurétiques. Il faut proposer des traitements médicaments sur mesure. Une chose aussi que nous avons remarqué, c'est que souvent le MG a du mal à proposer les bithérapies. Ok. Et pourtant, les recommandations, nous le verrons dimanche, les recommandations vraiment nous parlent fortement de bithérapie fixe. D'ailleurs, fixe pour améliorer justement l'observance thérapeutique. Et il ne faut pas oublier le suivi chez ces patients. Donc, idéalement, on veut un objectif tensionnel à 130 sur 80 mm de mercure. Il faut inférieur à 130 sur 80 mm de mercure. Je tiens à préciser inférieur. Et il faut faire une prise en charge qui permet aussi de protéger les organes cibles. D'où l'importance de faire le bilan minimal de l'OMS. Ok. Alors, j'ai cité quelques exemples, quelques examens ici, mais sachez que le bilan, c'est pas exhaustif. Lequel d'entre vous prescrivent une NFS dans le bilan cardiovasculaire biologique? Pourtant, la NFS est importante, elle a sa place. Elle a sa place dans la prise en charge, ok? Donc, c'est important de faire une prise en charge sur mesure, une prise en charge adaptée à nos réalités africaines. Et cette prise en charge, ce n'est pas seulement le traitement, c'est aussi l'hygiène alimentaire, c'est aussi l'activité physique auquel nous proposons souvent la marche, c'est vrai, mais il y a des examens, des sports que les patients cardiaques ne peuvent pas faire. Si je prends un patient qui fait une fibrillation atriale et qui est sous anticoagulant, il est totalement proscrit de faire, par exemple, des sports de contact parce qu'il y a des risques de saignement élevés. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous donne une fois de plus rendez-vous ce dimanche. Ok. N'hésitez pas à partager cette vidéo massivement à l'attention des professionnels de santé, étudiants en médecine, médecins généralistes, infirmiers, pourquoi pas. J'ai même des nutritionnistes qui m'ont demandé d'assister à cet événement et je leur ai dit très bien. 18h en Afrique centrale, 17h en Afrique de l'Ouest. Je vais vous présenter donc une solution, des solutions africaines, des outils fiables, validés par les recommandations internationales et aussi les recommandations africaines. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la lecture et de l'interprétation de la MAPA par le médecin généraliste. Nous allons parler aussi de la nutrition africaine, de la phytothérapie. Comment est-ce que la communication avec le patient, c'est très important parce qu'il faut prendre en main la culture de votre patient, d'accord, ses origines culturelles, avoir dans un langage adapté, ne pas tout de suite faire barrage à ce qu'il vous dit, à ses croyances. Il faut savoir, parce que le but, c'est de l'amener à adhérer à ce que vous dites. Mais pour cela, il y a des techniques, il y a des arguments, il y a des façons de faire. Je vais vous parler de 7 pièges à éviter dans la prise en charge efficace de l'hypertension artérielle. Mais sachez que j'ai noté qu'il y en a 20. Nous allons seulement parler des 7 et nous allons parler aussi de cas cliniques. Donc vraiment, je vous attends massivement. Il est temps de faire la différence dans votre pratique, d'être véritablement transformé et d'être efficace auprès de nos patients. Nous n'avons pas fait le serment d'Hippocrate, mais nous avons fait le serment d'Hippocrate. Je vous attends donc ce dimanche 29 juin et on se dit à très vite sur Zoom.